Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture, ici Isabelle Royer. Aujourd'hui, c'est Corinne Saunier, l'instant ciné. Elle analyse Zone of Interest de Jonathan Glazer avec Sandra Hüller et Christian Friedel. Le film est adapté du roman de Martin Amis sur la vie de Rudolf Höss et sa famille. Je m'entretiens avec Josépha Cuvier, chargée de programmation au service culturel de l'université, à propos du festival Impact. Quant à la musique, nous écouterons la rappeuse Vicky Air, System. Victoria Rousselot Azizé Désiré est née en 1996 à Libreville au Gabon. C'est une rappeuse franco-gabonaise qui est aussi productrice. Elle est connue surtout depuis 2021 sur les plateformes de streaming aux côtés des figures féminines du moment de la nouvelle scène française. L'instant ciné par Corinne Saunier. Bonjour, aujourd'hui dans l'instant ciné, nous parlerons d'un film actuellement à l'affiche, The Zone of Interest, en français La Zone d'intérêt, réalisé par Jonathan Glazer. The Zone of Interest donne à voir le quotidien, les aspirations, les ambitions même, la vie de famille d'un couple et de ses 5 enfants, dont un nourrisson. Le père travaille, la mère reste au foyer pour s'occuper des enfants et gérer la maisonnée, donner des consignes à la domesticité et son intérieur, impeccablement rangé et ordonné, est d'une propreté immaculée. On trouve dans le film beaucoup de pièces blanches à l'éclairage cru, quasi médical. Le père part tôt le matin, sacoche en main, au travail, taciturne et affairé, rasé de près. Le soir, à son retour au bercail, il dîne avec la famille au grand complet, passe du temps avec ses enfants, à qui il lit des histoires, patiemment, tendrement, pour les aider à s'endormir. Dès qu'il a un peu de temps libre, il part aussi faire des promenades avec eux en forêt. Il va également régulièrement voir sa jument, qu'il adore, et essaie de transmettre sa passion pour l'équitation à son fils aîné, avec qui il s'adonne à la randonnée équestre. Pour son anniversaire, sa petite famille lui a offert un beau canoë qui va lui permettre, en amoureux de la nature, de faire des excursions en barque avec ses fils. Chaque après-midi, laissant un peu souffler la nurse, son épouse fait visiter le beau jardin attenant à la maison de leur dernier-né, qui ne parle ni ne marche encore, lui nommant les nombreuses variétés de plantes et de fleurs, les lui faisant sentir, toucher du bout du doigt, de ses petits doigts laiteux de bébé. Le week-end, tout le clan se retrouve pour de paisibles dimanches au bord de l'eau, entre baignades et pique-niques, et profite de la vie. Le métier du père ? La mort. La mort est son métier, pour paraphraser le titre d'un roman de Robert Merle qui traite du même sujet. Cet homme qui s'évertue à renvoyer tous les signes extérieurs d'exemplarité et qui pense sans l'ombre du moindre doute être exemplaire est Rudolf Höss, directeur du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Et si l'on y regarde de plus près, dans le film, la mort est partout. Dans les images nocturnes en négatif de la résistance polonaise, incarnée par une fillette, dans les cris d'atroce souffrance qu'on entend depuis les fenêtres de la maison des Höss qui jouxte le camp. Par-dessus le mur de béton, cloison dérisoire qui sépare la propriété du camp, et d'où l'on voit circuler la chape lourde et grise de la fumée qui sort des cheminées des crématoriums. Une odeur que le film ne peut pas restituer, mais qui est celle de la chair humaine consumée, et qui, paraît-il, est une odeur reconnaissable entre toutes, même quand on ne l'a jamais sentie. Une odeur qui réveille en soi une terreur absolue, un effroi comme inscrit dans les gènes de tout être humain, qui sait ce que c'est que la mort qu'il respire alors. On dit parfois de films qu'ils éclatent de vie, comme les scènes de joie dans les films de Chaplin par exemple.
On peut penser notamment à la scène du Kid, où Charlot et le petit garçon se font des crêpes et les mangent avec délectation. The Zone of Interest, à l'autre bout du spectre, éclate de mort, sous les dehors vertueux et polissés des personnages. Sandra Hüller, méconnaissable durant le premier quart d'heure du film, tant son rôle, ses attitudes, ce qu'elle dégage, sont aux antipodes du personnage qu'elle incarne dans Anatomie d'une chute, est à ce titre la plus glaçante peut-être. La cruauté transpire sous son masque affable et sérieux. Son ambition avide et vidée de toute humanité aussi, elle qui éclate en sanglots quand son mari lui annonce qu'ils vont devoir quitter la maison. Elle qui la considère comme un paradis où ses enfants s'épanouissent. Il va de soi que la réalité est tout autre, mais la voit-elle ? Peut-elle seulement la voir ? Eux et sa famille ne sont pas de bons vivants, ce sont de mauvais vivants, des morts vivants, qui rendent grâce chaque jour à la mort pour tout ce qu'elle peut leur apporter de confort et de sentiment de réussite sociale. Die herrliche Zeit, die wir im gastlichen Hausehäus verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Ce film est-il lui-même un bon film ? L'adjectif semble si inapproprié, si déplacé vu le sujet traité. Est-ce un mauvais film ? La droiture et l'honorabilité de cette démarche cinématographique est absolument indiscutable. Vaut-il la peine d'être vu ? Oui, incontestablement. Est-ce un film important ? Oui. Est-ce un film qui atteint son but ? C'est-à-dire dénoncer le crime contre l'humanité, ici à travers le prisme de l'indifférence inqualifiable, presque pire que la haine tant elle est implacable, de la famille Heuss pour les déportés assassinés et réduits à néant dans le bien nommé camp de la mort, qui n'est pour eux qu'une zone d'intérêt, au sens le plus matérialiste du terme. Une œuvre artistique n'est pas un témoignage et malgré la précision rigoureuse et documentaire du film, son réalisateur adopte forcément un point de vue. Son point de vue est clinique, comme la conception et la mise en œuvre nazie du génocide juif, mais précisément pour la renvoyer en miroir terrifiant. Seulement, qu'est-ce qu'un tel film peut transmettre ? Que les nazis étaient d'une insondable froideur et d'une violence inouïe ? Qu'ils étaient des pères de famille consciencieux ? Qu'ils ne désignaient jamais les déportés par des dénominations humaines, les qualifiant notamment de pièces, unités, de matériel ? Qu'ils ont organisé le génocide comme une activité industrielle, avec des préoccupations similaires en termes de rendement, d'efficacité, de réduction des coûts. Voir la sidérante réunion de tous les directeurs de tous les camps nazis, présidés par Heuss, un temps muté à ce poste, sorte de CA apocalyptique, avec, comme pour tout CA, les absents excusés, l'ordre du jour. Si vous avez déjà siégé à un conseil d'administration, vous ne vivrez plus jamais cette expérience tout à fait de la même façon après ce film. Quiconque s'est un peu informé sur la Shoah sait tout cela. La question centrale, cruciale, demeure toujours la même, envers et contre tout. Comment amener à penser l'impensable, partager l'impartageable, dire l'indicible, montrer l'immontrable ? Il y a une aporie de la transmission de la mémoire des camps qui a tragiquement fait le lit du révisionnisme et du négationnisme. La démarche historique sur ces sujets se doit d'être absolument irréprochable, dénuée de tout pathos, et viser sans relâche, sans jamais fléchir ni faiblir, l'exactitude. Désormais, par exemple, on parle plutôt de centres de mise à mort que de camps d'extermination, pour affiner encore l'objectivité de la qualification du lieu, en extraire comme l'essence pure du fait historique. Mais une œuvre artistique, et en l'occurrence cinématographique,
doit-elle adopter la même démarche ? Est-ce que mettre de l'émotion dans The Zone of Interest aurait porté atteinte à la mémoire de ce crime contre l'humanité ? Aurait-ce été immoral ? La mémoire des détenus rescapés de ces camps est aussi une mémoire sensorielle. C'est peut-être celle qu'on n'oublie jamais, jusque dans ses moindres détails, parce qu'elle est gravée dans la mémoire du corps. Le point de vue du film est extérieur au camp, de toute façon irreprésentable. Le fils de Saul de Laszlo Nemes, sorti en 2015, a respecté cette contrainte essentielle en centrant tout le film sur l'image du personnage principal et par un travail sonore exceptionnel. Même si la bande musicale du film de Glaser est elle-même très travaillée, quoique un peu lourdement dramatisée. Donc, par une approche plus sensorielle qui n'y paraît. The Zone of Interest est comme le contre-champ cinématographique du fils de Saul. Il se situe juste de l'autre côté des barbelés. Et pourtant, il marque moins les esprits. Le travail de mémoire, pour être efficient, a besoin de marquer les esprits. La liste de Schindler de Steven Spielberg, c'est sans doute trop, quoique ce ne soit pas un mauvais film pour autant. The Zone of Interest, est-ce assez ? Où placer le curseur de l'émotion, celle qui atteint le spectateur ? Peut-être la toute fin du film, en montage alterné, interroge-t-elle justement cette question, et plus généralement celui de la muséification d'Auschwitz, à la fois nécessaire, indispensable, mais potentiellement dangereuse dans le même temps, car Auschwitz n'est pas un lieu comme un autre, et ne saurait le devenir, sous peine de le déshistoriciser. L'est-il devenu ? Ce serait tragique. Est-il devenu une zone d'intérêt touristique, avec sa boutique souvenir en fin de parcours ? Comment l'appeler autrement ? La menace négationniste plane alors de nouveau, ou en tout cas une menace nihiliste. L'enjeu est dépassionner sans déshumaniser cet épisode de l'histoire contemporaine. Rien n'est plus complexe. Allez voir The Zone of Interest et faites-vous votre idée. À bientôt. Josépha Cuvier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de programmation au service culturel de l'université et vous nous préparez des événements très importants mettant en lumière des femmes. Exactement. C'est évidemment très important pour nous à l'université de valoriser l'égalité et le féminisme. On est aussi une équipe très sensible et engagée sur la question. Et donc c'est vrai que dans la programmation en général, ça infuse et ça se retranscrit sur plusieurs temps forts. Et la semaine prochaine notamment, on va inaugurer un mur, donc le mur qui est un mur au sein de l'université qui accueille depuis avril 2023 des propositions de street art. Oui. Donc on a eu Scaro, on a eu Seb Toussaint, et là on va donc avoir l'honneur d'accueillir Carole B, qui est une artiste pochoiriste et paper artiste et qui va nous faire une proposition sur ce mur, qui est donc une artiste engagée, qui valorise de nombreuses femmes. Et là, donc je ne vais pas dévoiler les femmes, mais il faudra venir du coup le 20 février à 18h30 pour découvrir son mur. Oui. Mais elle va mettre en avant 2 femmes qui ont un lien avec l'histoire du Havre ou qui sont nées au Havre. Je n'en dis pas plus. Ah oui, oui. Voilà. Mais il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de street artistes femmes, si ? Alors c'est vrai que il y en a évidemment, mais voilà, elles sont pas toujours visibles. Donc de plus en plus, elles le deviennent. Et c'est pour ça que nous, ça nous a aussi paru important de faire attention dans la programmation de ces artistes invités pour le mur, de faire en sorte d'avoir des femmes et pas de tomber dans l'écueil d'inviter toujours des hommes artistes. Ah bien sûr, vous essayez de rétablir un peu l'équilibre. Exactement. Une sorte de parité. Bah oui, parce qu'en plus il y a de très jolies choses et pertinentes propositions de toute façon, dans les deux, pour que ce soit des artistes hommes ou femmes. Donc voilà, là Carole B vient avec une proposition et elle est artiste femme, mais elle met en valeur aussi des femmes artistes, ou des femmes qui ont eu pour l'histoire, petite ou grande, une importance, et notamment pour notre territoire en tout cas, vous verrez ces 2 femmes, il y a toute une signification. Voilà, et je crois que vous organisez aussi un festival, le festival Impact,
Au mois d'avril. Exactement, donc c'est dans la continuité finalement du mur, parce que à l'université depuis 2 ans, on s'attache à valoriser les cultures urbaines pour que les étudiants découvrent davantage cet univers. Et au mois d'avril, on propose donc un festival dédié aux cultures urbaines. Et cette année, on le thématise sur les femmes et leur représentation dans les cultures urbaines. Donc on va avoir plusieurs moments où les étudiants et après le public universitaire et aussi havrais et de tout autre cercle pourra venir. On a notamment une projection d'un film documentaire sur le skate et les femmes qui s'appelle Bande de skateuses de Marion Decken. Oui. On va avoir une table ronde sur les femmes et le rap. Et on invite pour ça Benjamin Veil qui a écrit un livre qui s'appelle À qui profite le sale ? Racisme, sexisme, capitalisme dans le rap français. Oui. Et on aura du coup 2 artistes rap qui viendront pour partager leur expérience, leur vécu dans ce milieu. Donc c'est Vicky R et le Z. Ce sont 2 rappeuses et elles nous feront le plaisir, après la table ronde, de nous proposer un concert. Ah, c'est tout à fait intéressant. C'est très très intéressant. Ça va mettre le sujet au cœur de la discussion et puis ça va mettre le doigt aussi sur des problématiques qui sont au quotidien subies par les femmes et dont elles doivent essayer de se défaire pour avancer et se faire une place dans ce milieu très masculin et machiste. C'est ça. Et à propos des cultures urbaines, est-ce que vous travaillez aussi en lien avec le phare, avec Fouad Boussouf ? Alors cette année, non, il n'y a pas eu de collaboration sur le Festival Impact en lui-même, mais après, au cours de l'année, on a déjà eu l'occasion de travailler avec le phare. On a eu un atelier proposé aux étudiants au premier semestre sur la culture, de danse hip-hop avec une danseuse. Voilà, c'est ça. Je pose la question parce que Fouad Boussouf vient du hip-hop. Exactement. Donc il y a eu un atelier de danse hip-hop avec une des danseuses de la compagnie de Fouad qui est sur le spectacle Feu. Oui. On a participé au festival Plein Phare où là la proposition a été faite avec effectivement une approche un peu plus urbaine de la danse qui était proposée dans le spectacle. Enfin voilà, effectivement avec le phare on a des connexions qui sont faites, pas pour le festival Impact mais pour d'autres choses, c'est très foisonnant. Ah oui. C'est la première édition de ce festival Impact ? Non, c'est la seconde. La seconde ? Oui, on a déjà fait une édition l'année dernière, donc la première. Oui. Et là on n'avait pas thématisé, on avait fait plus des choses pour découvrir plus largement les cultures urbaines. Et donc maintenant, l'idée, c'est de se recentrer chaque année. Idéalement, on aimerait choisir un thème pour appuyer un sujet des cultures urbaines et l'étudier, le développer. Ah oui, j'apprécie ce thème. Moi aussi. Je trouve qu'il est original et puis en même temps tellement dans l'actualité. Comme mais vous complètement. Oui. Surtout que j'imagine aussi bien dans les cultures urbaines qu'ailleurs, il y a une sorte de plafond de verre pour les femmes, quelquefois. C'est pas quelquefois, c'est bien souvent. Ah oui, d'accord. Et c'est pour ça que vraiment la table ronde, elle va être l'occasion d'avoir à la fois donc l'étude et l'analyse de Benjamin Veil, qui vraiment son livre, c'est vraiment un travail fourni sur le milieu du rap, les différentes dimensions à prendre en compte et voir comment justement les femmes arrivent quand même à se faire une place, effectivement, quand même, heureusement. Mais faut batailler, faut se faire une place. Et c'est j'en dis pas plus, mais c'est vraiment un sujet. Alors, quand on est rappeuse, oui. Mais quand les femmes sont représentées par des rappeurs, effectivement. Là aussi, il doit y avoir un souci. C'est justement, il y a un très gros souci. C'est justement aussi le but de la table ronde. La table ronde, elle permettra d'aborder les femmes qui veulent et font du rap et comment elles arrivent à se faire une place dans ce milieu très machiste et justement aussi comment les femmes sont représentées. Et comment les femmes sont objectivées et donc du coup sont insultées. C'est ça. Dans les textes de rap, c'est toujours, souvent malheureusement pas très très glorieux. Donc c'est s'interroger sur effectivement comment on est femme et on devient artiste rappeuse femme, artiste rappeuse. Et effectivement en tant que femme, comment on est représentée, comment on est
Oui, rendu un peu au rang d'objet sexuel, on va dire. Oui, c'est ça, voilà. Dans les clips, par exemple. Dans les clips... On est quelquefois un peu... dans les clips, effectivement, déjà. Dans les paroles, c'est très réducteur, où effectivement, la femme est ramenée toujours à un objet sexuel ou insultée. Alors, évidemment, on pourrait dire que cela correspond au fantasme de l'imaginaire... Oui, mais on peut faire évoluer l'imaginaire, déjà. Oui, et puis c'est peut-être dangereux d'avoir un imaginaire. Et puis effectivement, mais c'est tout le sujet, c'est de se dire l'imaginaire, il est ainsi, mais on peut peut-être essayer de réfléchir à le faire évoluer, et puis après. Pourquoi pas, mais si c'est... par exemple, je peux penser à Nicki Minaj, pour parler donc, du coup d'une rappeuse très connue et très controversée. Nicki Minaj, elle est souvent très dévêtue dans ses clips. Est-ce que du coup, elle est pour autant... Elle va du coup, elle va dans le sens de cette image un peu sexualisée, un peu beaucoup sexualisée de la rappeuse, mais en même temps, c'est pas pour autant qu'elle se laisse faire et qu'elle, elle a sa place et elle se positionne comme femme battante et indépendante. Donc, c'est pas incompatible non plus, mais c'est un choix, c'est assumé et c'est comme ça qu'elle fait son business, on va dire. C'est ça. On peut aussi être féministe et en soutien-gorge. On avait vu une série, je crois que c'était l'an dernier, qui s'intitulait Le Monde de demain, avec l'introduction en France du hip-hop, du rap. Et c'était tout à fait intéressant parce qu'on voyait un groupe de garçons, dont Joe Star d'ailleurs, arriver à travailler, à répéter, à réussir, mais il y avait aussi une ou deux filles qui se mettaient dans le groupe et qui revendiquaient leur place et leur art créatif. Mais c'est ça, c'est qu'il faut revendiquer. C'est-à-dire que c'est pas net, dans l'esprit de certains et certaines, c'est pas acquis, alors que hommes comme femmes, on peut prétendre à danser le hip-hop et elles ont bien fait de revendiquer, d'insister et d'avoir le courage, parce qu'après il y a ça aussi. Du coup, il faut avoir le courage de vouloir se faire sa place et de garder le cap et de se dire je veux danser, donc je danse, et même si je me fais huer ou si je me fais insulter, je reste et je continue ce que je veux faire. Oui, c'est ça. Ou bien je veux streeter, faire du street art, et je le fais. Et je peins, ou je chante, je rappe. Même si les garçons se moquent de moi, trouvent que je suis pas à ma place. Par exemple. C'est difficile. C'est difficile. Parfois, Mais c'est peut-être de mieux en mieux, c'est ce que vous allez montrer, non ? Oui, on essaiera de montrer que, heureusement, il y a une marge d'évolution entre il y a quelques années et aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup d'a priori et de difficultés, et que le combat n'est pas gagné. Quoi qu'il arrive, ça c'est sûr que le combat n'est toujours pas gagné, et qu'il y a encore aujourd'hui des difficultés pour certaines artistes de se faire une place et de rentrer dans cette industrie, notamment du rap en tout cas. Oui. Et au niveau des étudiants et des étudiantes, est-ce que vous avez constaté des évolutions, des progrès dans la culture, dans l'engagement dans l'engagement, oui. Au niveau de l'égalité, au niveau de la perception des uns et des autres. Je pense que oui, quand même, et on est là pour ça, on est là pour leur amener des éléments de réflexion et de leur permettre d'élever un peu leur raisonnement et d'évoluer sur certains sujets. Après, malheureusement, on n'a pas de moyen de vérifier. On verra du coup justement, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce sujet-là, le rap et les femmes, parce qu'on a quand même beaucoup d'étudiants qui écoutent du rap en ce moment. C'est quand même un genre musical qui est très plébiscité par les étudiants et les étudiantes, et donc c'est aussi de leur dire attention, qu'est-ce que vous écoutez comment, quand vous analysez, à quel degré vous entendez les paroles, est-ce que vous écoutez des artistes rap féminins ou non, et donc du coup posez-vous les questions de se dire non, j'écoute que des hommes, et c'est vrai, pourquoi j'écoute que des hommes en fait. Mais oui. Donc nous on veut aussi mettre des petits cailloux pour que ça infuse un peu, et ils se disent effectivement en fait il y a d'autres choses à écouter, et puis dans ce que j'écoute, est-ce que c'est correct ce que j'écoute, ou comment je dois l'interpréter, quelle distance je mets avec ce que j'écoute aussi, c'est ça. C'est d'essayer de détricoter certaines choses. C'est intéressant. Plusieurs articles aussi ont travaillé sur le harcèlement sexuel, notamment dans les grandes écoles.
Et au niveau de l'université, je ne sais pas où on en est. Alors, là, c'est encore un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Attention, mais... Oui, c'est vrai. Effectivement, à l'université, je ne suis pas au courant de tout. Non. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a, il y a un dispositif qui permet d'accompagner les étudiants et étudiantes qui seraient dans des difficultés et qui se sentiraient dans une situation de harcèlement. Donc, il y a des dispositifs et l'université met un vrai point d'honneur à détecter et à, du coup, sanctionner ces différents faits s'ils arrivent. Après, aussi, comme c'est une politique forte de l'université, il y a de la médiation, il y a de la communication qui est faite pour rappeler certaines choses, certains comportements ou évidences en fait à ce sujet-là. Bon. Après, grandes écoles, universités, c'est pas toujours la même chose. Non. Après, on n'est pas à l'abri, mais. Mais il me semble que la culture, on parlait d'imaginaire tout à l'heure, justement, elle a son rôle à jouer dans cette perception qu'ont certains garçons des filles. Complètement. Et réciproquement. Oui, non, mais c'est pour ça que nous, dans ce qu'on fait au sein de la programmation du service culturel, à chaque fois, on essaie de proposer des choses qui vont permettre à chacun et chacune d'avoir un positionnement nouveau ou en tout cas d'avoir des éléments de réflexion parce que, évidemment, oui, il y a des étudiants et des étudiantes qui, des fois, ont une réflexion qui n'est pas encore totalement mûre et qui ont besoin d'avoir cette nourriture qu'on leur propose, du coup, j'entends. Pour se faire un avis et pour essayer d'évoluer. Parce que, après, il y a des étudiants qui, des fois, vont avoir des positionnements qui ne seraient pas en phase avec Il me semble l'égalité. aussi, peut-être, que les artistes femmes, aussi bien dans le street art que dans le rap, quand elles arrivent à créer, elles en prennent une sorte de puissance, de force. Elles ressentent peut-être quelque chose de différent des femmes qui n'y arrivent pas ou qui n'essayent pas ou qui disent c'est pas pour moi ou je serais pas capable. Ou alors après c'est aussi parce que elles ont besoin d'avoir cette force pour se sentir légitimes. Enfin parce qu'on on a tellement eu dans notre passé peut-être des croyances nous disant que en fait non c'est pas fait pour toi ou t'as pas ta place dans ce milieu-là, donc du coup elles ont besoin davantage de se sentir fortes pour accéder et se sentir à leur place et enfin vraiment se sentir à leur place quand elles ont constaté que elles y sont arrivées et donc je vois comme ça les choses. Bon, on va suivre ça avec effectivement. Donc rendez-vous le 20. Alors le 20 février, effectivement, pour l'inauguration du mur, donc c'est à 18h30 dans les jardins de l'université, donc on sera principalement à la cafétéria de la faculté des affaires internationales, pour ceux qui connaissent un peu l'université. Oui. Et ensuite, on se retrouve donc au mois d'avril, donc le festival Impact est du 2 au 4 avril. Voilà. Et donc il y a la fameuse table ronde sur les femmes et le rap, le film documentaire. On va aussi inviter une artiste qui s'appelle Petite Poissonne à faire un atelier de pochoir sur le campus. Oui. Donc, Petite Poissonne est aussi une street artiste femme. Voilà, donc plein de temps forts pour élargir les horizons et toujours encore réfléchir et se faire de nouveaux avis. Eh bien, un grand merci Josépha Cuvier. Merci et alors vous. Donc, à bientôt cette semaine. C'est ça. Voilà. Merci, au revoir. J'ai fait les choses, j'attends qu'elles se précisent. Méprise la fame, j'en ai vu plein devenir des imbéciles. J'essaie de rester lucide, mes idées sur le papier, l'avenir se dessine. Les problèmes faut que j'élucide, on célèbre les victoires, seulement celles qui nous suffisent. M'appelle pas, je suis pas dispo, j'taffe trop, j'connais pas les pistons. Sont sur mes côtes comme au resto, mais y'a personne pour l'addition. On a trop fait pour que ça s'arrête, le manque d'ambition ralentit. J'peux pas perdre si j'tiens la manette, si c'est moi qui lance la bruit des sirènes. On se perd dans la vitesse, tous les jours je pense business. Je suis tombé dans le système, tourne en rond dans un dilemme. Là-dedans depuis si jeune, fuck le game si c'est qu'un jeu. Faut que je redémarre le système, faut que je redémarre le système. Faut que je redémarre le système.
jamais faire dans l'illicite. La vie c'est devant, ouais mon gars, demande à tous ceux qui nous ont déçus. Et je suis resté lucide. Le temps c'est la moula, c'est maintenant qu'on décide. On a faim de réussite. On laisse pas le choix, poteau, faut qu'ils nous subissent. M'appelle pas, je suis pas dispo. J'taffe trop, je connais pas les pistons. Sont sur mes côtes comme au resto, mais y'a personne pour l'addition. On a trop fait pour que ça s'arrête. Le manque d'ambition ralentit. Je peux pas perdre si je tiens la manette. Si c'est moi qui j'entends le bruit des sirènes. On se perd dans la vitesse. Tous les jours je pense business. Je suis tombé dans le système. Tourne en rond dans un dilemme. Là-dedans depuis si jeune. Fuck le game si c'est qu'un jeu. Faut que je redémarre le système. 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 Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez le festival Piano is Not Dead du 14 au 25 février, c'est sa 10e édition. Le festival a été initié par le Tetris et les conservatoires Arthur Honegger. Et au Havre, si les cours de piano ne désemplissent pas, tout le monde sait bien qu'il n'est pas seulement un instrument classique, mais aussi il accompagne le jazz, le rock, la pop, le rap ou encore il peut être électro grâce au clavier. Et justement, ce festival explore la diversité de ses genres, sonorités et inspirations, en musique, en film, voire en affiche. Cet instrument est détourné pour permettre de mieux découvrir ses sons, ses mélodies, ses variations. Le film d'Alain Gomis, par exemple, Win and Play, sur Thelonious Monk, est projeté au studio les 14, 17, 18, 21, 24 et 25 février, et l'exposition au Tetris de l'illustrateur Enaniel est à voir jusqu'au 24 février. Passez une bonne semaine, n'hésitez pas à nous rejoindre, venez si vous voulez partager votre ressenti sur les spectacles que vous avez vus à notre bistrot culture, au bar Les Vivants, rue Paul Dourmer, c'est le 21 février à 17h30. Bonne semaine, adhérez, réadhérez, au revoir.